Je m'appelle Claire Dubois et j'ai 66 ans. Je n'aurais jamais imaginé que je ferais mon entrée au mariage de mon fils pour y être traitée comme une intruse. Pourtant, c'est exactement là que je me trouvais, debout dans la grande salle de réception du château de la Roque, près de Bordeaux, vêtu d'une simple robe noire alors que tous les autres scintillaient dans des tenues de satin et de paillettes. Mon fils Maxime, la plus grande fierté de ma vie, se tenait devant l'autel, attendant sa mariée, le visage rayonnant d'impatience. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Les mots que j'ai prononcés ont tranché les rires et les bavardages des 300 invités. Ils se sont tous retournés à l'unisson, les yeux écarquillés, le tintement des fourchettes contre la porcelaine fine. S'arrêtant net alors que le silence engloutissait la pièce. Je pouvais sentir la tension monter, comme une tempête pressant contre les fenêtres. Pour beaucoup de ces gens, j'étais la méchante de l'histoire. La mère non invitée venue gâcher le plus beau jour de la vie de son fils. Mais je connaissais la vérité. Je savais que ce jour resterait dans les mémoires, non pas pour l'amour et les vœux échangés, mais pour le démasquage d'une dangereuse tromperie. Debout à cet endroit, je me suis forcé à respirer lentement, à garder la tête haute, même si mon cœur battait si fort que je croyais que les perles autour de mon cou allaient s'entrechoquer. Je me souvenais de chaque sacrifice, de chaque longue nuit accumulée 2 emplois pour élever Maxime après le décès de son père. De chaque rêve que j'avais de le voir se construire une vie faite d'honnêteté et de bonheur. Et j'ai su, à cet instant précis, que si je devais supporter la honte de perturber cette grandiose célébration pour sauver mon fils de la ruine, alors ainsi soit-il. Lorsque la mariée a tourné la tête, le visage sublimé par un maquillage parfait et un voile flottant comme une fumée d'ivoire, j'ai vu la couleur quitter ses joues. Elle a reconnu l'homme qui venait de s'avancer derrière moi. Et en une fraction de seconde, son monde parfait a commencé à s'effondrer. Bien avant cette journée choquante au château de la Roque, mon histoire avait été celle de la persévérance. Je suis devenu veuve à l'âge de 32 ans, lorsque mon mari David nous a été enlevé dans un tragique accident de voiture. À l'époque, Maxime n'avait que 8 ans, plein de questions sur les raisons pour lesquelles son père ne franchirait plus jamais la porte de la maison. Je n'avais aucune réponse, seulement la douleur du deuil et la détermination féroce de continuer à avancer. Ces premières années ne furent qu'un tourbillon de longues journées de travail et de nuits vides. Je travaillais à la bibliothèque municipale pendant la journée et je faisais des ménages dans des bureaux le soir, juste pour payer l'électricité et mettre de la nourriture sur la table. Je me souviens de mes retours à la maison. Après minuit, les mains écorchées à force de frotter, pour trouver Maxime endormi à la table de la cuisine, ses devoirs étalés autour de lui. Il m'attendait toujours, même s'il devait lutter contre le sommeil. Dans ces moments de silence, je me promettais que tous ces sacrifices en vaudraient la peine s'ils lui permettaient d'avoir un avenir plein d'opportunités. Maxime a grandi pour devenir un jeune homme dont j'étais profondément fier. Il excellait à l'école, a intégré une grande école d'ingénieurs et s'est bâti une carrière qui l'a mené bien au-delà de la petite ville où il était né. Pourtant, peu importe la distance qui nous séparait, il n'a jamais cessé de m'appeler tous les dimanches, me demandant comment s'était passée ma semaine et s'assurant que j'allais bien. Il était mon point d'ancrage. Et j'étais le sien. Nous avions survécu à tellement de choses ensemble que je croyais que rien ne pourrait jamais nous séparer. C'est cette conviction qui a rendu les événements précédant son mariage si insupportable. Lorsqu'il m'a présenté Chloé Laurent, j'avais tellement envie de faire confiance à son jugement, de l'accueillir dans notre famille comme la fille que je n'avais jamais eue. Chloé semblait être la partenaire idéale, une voix douce, un sourire bienveillant, le genre de femme qui semblait tout droit sortie d'un magazine de mariage sur papier glacé. Je me suis convaincu. Quel était exactement ce que Maxime méritait après tout son travail acharné et sa gentillesse. Pendant un certain temps, je me suis permis de croire que mes années de sacrifice étaient enfin récompensées. Mais au fond de moi, il y avait des failles dans son histoire que je ne pouvais pas tout à fait ignorer. Lorsque Maxime a ramené Chloé à la maison pour la première fois, je me souviens de la façon dont il la regardait. Ses yeux brillaient de ce genre d'espoir que je n'avais pas vu depuis qu'il était petit garçon en train d'ouvrir ses cadeaux le matin de Noël. Chloé avait une élégance qui séduisait tout le monde. Elle avait 29 ans, des cheveux dorés encadrant son visage de douces ondulations, et un rire léger qui poussait les inconnus à se pencher juste pour l'entendre à nouveau.
Elle disait travailler comme puéricultrice et passer ses week-ends comme bénévole à la SPA pour s'occuper des animaux abandonnés. Cela ressemblait au CV d'un ange. Et je voulais croire chaque mot. Lors du dîner ce soir-là, elle s'est penchée par-dessus la table, la voix légèrement tremblante, et m'a confié que ses propres parents désapprouvaient sa relation avec Maxime. Ils pensaient qu'il n'était pas à la hauteur des standards de leur famille, qu'elle sacrifiait son avenir en choisissant l'amour plutôt que l'argent. Les larmes ont rempli ses yeux alors qu'elle chuchotait, « Madame Dubois, vous êtes la mère que je n'ai jamais eue. » Mon cœur s'est ramolli instantanément. J'ai tendu la main à travers la table pour serrer la sienne, lui promettant qu'elle aurait toujours sa place dans notre famille. À partir de cette nuit-là, je me suis investi corps et âme pour les aider à planifier leur mariage. Chloé prétendait avoir rêvé d'une cérémonie grandiose depuis son enfance, alors je me suis donné pour mission de lui offrir exactement cela. J'ai vidé les économies que David nous avait laissées, clôturé de vieilles assurances vie, et j'ai même pris une hypothèque sur ma maison pour couvrir les frais. 40 000 € ont disparu en un clin d'œil. Je me disais que ça en valait la peine. Après tout, n'est-ce pas ce que font les mères? Nous nous sacrifions pour que nos enfants puissent être heureux. Le château de la Roque a été réservé pour le grand jour, un vaste domaine avec des jardins qui semblaient tout droit sortis d'un conte de fées. Chloé avait choisi une robe d'une valeur de 10 000 €. Une création sur mesure qui scintillait à la lueur des bougies, tandis que les fleuristes se préparaient à livrer 2000 roses blanches venues tout droit de Grasse. Chaque détail brillait d'extravagance, et je me convainquais que tout cela était justifié car mon fils méritait le mariage de ses rêves. Pourtant, même au milieu de toute cette excitation, de petits détails me dérangeaient. Chloé payait toujours en liquide, balayant mes questions d'un rire en disant qu'elle était de la vieille école. Ces histoires d'enfance changeaient à chaque fois qu'elle les racontait, comme si elle ne parvenait pas à se souvenir des détails de son propre passé. Je rejetais ses doutes, me rassurant en me disant que l'amour rend parfois les gens mystérieux. Mais dans le calme de la nuit, le doute pesait lourdement sur ma poitrine, me murmurant que quelque chose chez Chloé Laurent n'était pas ce qu'il semblait être. La vérité s'est révélée lors d'une soirée ordinaire, une nuit où j'étais censé n'être rien de plus que la mère serviable du marié. J'étais passé à l'appartement de Maxime pour déposer des cartons de cadeaux d'invités. De petits cadres en argent que Chloé avait choisis, gravés des initiales M et C. L'appartement était silencieux, les lumières tamisées, et j'ai supposé qu'ils étaient tous les deux sortis faire des courses. Je suis entré avec la clé de rechange que Maxime m'avait donnée, fredonnant doucement en posant les cartons dans le salon. C'est alors que je l'ai entendu, la voix de Chloé, basse et tranchante, provenant de la chambre. Je me suis figé. Quelque chose dans son ton n'avait rien de la douceur délicate qu'elle affichait d'habitude. C'était plus froid, calculateur. Une voix qui n'appartenait pas à la femme qui m'avait appelé la mère qu'elle n'avait jamais eue. Mon cœur s'est mis à battre la chamade alors que je m'appuyais contre le mur du couloir, tendant l'oreille pour capter chaque mot. « Vincent, je t'ai dit de ne pas m'appeler sur ce numéro, siffla-t-elle. Oui, le mariage tient toujours. Non, Maxime ne se doute de rien. Une fois qu'on sera marié, j'aurai accès à ses comptes. On s'est mis d'accord sur 30%. N'essaie pas de changer l'accord maintenant. Le sang a quitté mon visage. Mes mains tremblaient pendant que je couvrais ma bouche. Désespéré d'étouffer le hoquet de stupeur qui montait dans ma gorge. Elle parlait de mon fils, de mon Maxime, comme s'il n'était rien de plus qu'une cible dans l'une de ses combines. Et pire encore. Elle a parlé de moi. La vieille nous a déjà filé plus de 40 briques, murmura-t-elle, ses mots coupant l'air comme des lames. Elle crachera probablement encore plus pour la compte de la maison après. Le mariage. Ce coup-là pourrait valoir 200 000, peut-être plus. Je me suis pressé encore plus fort contre le mur, les paumes moites de sueur, le monde vacillait, le couloir tanguait autour de moi. Ma propre générosité, les sacrifices que j'avais faits, étaient maintenant des armes entre ses mains. Mon fils, le garçon que j'avais élevé avec tant d'amour et d'espoir, était une proie dans son jeu. Cruel. J'ai reculé à pas de loup, chaque mouvement calculé, jusqu'à atteindre la porte d'entrée. J'ai réussi à sortir sans faire le moindre bruit. Mais au moment où j'ai atteint ma voiture, le poids de ce que j'avais entendu m'a écrasé. Je me suis garé 3 rues plus loin, m'agrippant au volant,
cherchant mon souffle tandis que les larmes brouillaient ma vue. Pendant près d'une heure. Je suis restée assise là, tremblante et brisée. Pourtant, quelque part dans cette tempête de peur et de chagrin, un nouveau sentiment a commencé à poindre. La détermination. Si Chloé Laurent pensait qu'elle pouvait détruire mon fils et nous dépouiller de tout, elle avait choisi la mauvaise famille. Je ne resterai pas silencieuse. Je ne serai pas impuissante. J'allais me battre. Le lendemain matin, après une nuit blanche passée à faire les 100 pas, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je savais que mes soupçons ne suffiraient pas. Maxime était aveuglé par l'amour. Et ma seule parole ne suffirait jamais à le convaincre. J'avais besoin de preuves irréfutables que Chloé Laurent n'était pas celle qu'elle prétendait être. Les mains tremblantes. Je me suis assise à la table de ma cuisine et j'ai tapé des mots que je n'aurais jamais imaginé chercher un jour, détective privé Bordeaux. C'est ainsi que j'ai trouvé Patricia Morel. C'était une ancienne inspectrice de la police judiciaire spécialisée dans la fraude et les délits financiers. Nous nous sommes rencontrés dans un petit bistrot du centre-ville, le genre d'endroit où les habitués commandent sans regarder le menu. Patricia était perspicace, pragmatique, avec des yeux qui m'étudiaient attentivement pendant que je lui expliquais tout ce que j'avais entendu. Quand j'ai eu terminé, elle a croisé les mains et s'est penchée en avant. Madame Dubois, ce que vous me décrivez est une arnaque au sentiment classique. Ces gens sont des professionnels. Ils étudient leur cible de fond. En comble, découvrent ce qu'elles désirent le plus au monde, puis deviennent exactement cette personne. Ces mots ont confirmé ce que mon instinct savait déjà. Sans hésitation, j'ai glissé un chèque sur la table. Mes économies étaient presque épuisées, mais ma détermination était inébranlable. Combien de temps cela prendra-t-il ? Ai-je demandé. Patricia a esquissé un mince sourire. Pour quelqu'un d'assez imprudent pour utiliser sa vraie voix au téléphone ? Pas très longtemps. 2 semaines plus tard, Patricia m'a appelé avec les résultats. Claire, êtes-vous assise ? A-t-elle demandé. Mes genoux se sont dérobés alors que je m'agrippais au bord du plan de travail. La fiancée de votre fils n'existe pas. Chloé Laurent est un faux nom. Son vrai nom est Sandrine Roux. Elle a 29 ans, est originaire de Marseille, et elle a été arrêtée 3 fois pour escroquerie. Elle a un long passif de travail avec des complices, généralement des hommes, et un nom revient sans cesse, Vincent Costa. Ce nom m'a fait l'effet d'une décharge électrique. C'était l'homme à qui elle parlait au téléphone. Patricia m'a ensuite expliqué que Sandrine et Vincent avaient autrefois entretenu une relation amoureuse, jusqu'à ce qu'elle l'arnaque de 15 000 € et disparaisse. Il la cherchait depuis tout ce temps. Un calme étrange s'est emparé de moi à mesure que les mots de Patricia faisaient leur chemin dans mon esprit. Pendant des semaines, j'avais été paralysé par la peur et le chagrin. Mais maintenant, j'avais une arme. La vérité. Pouvez-vous le trouver ? Ai-je demandé. Patricia a hésité. Vous voulez dire Vincent Costa ? Oui. Mais Claire, qu'est-ce ce que vous préparez ? Ma voix était ferme quand j'ai répondu, s'il la traque depuis des années, j'imagine qu'il serait très intéressé d'assister à son mariage. Ce soir-là, j'ai composé le numéro que Patricia m'avait fourni. Mon cœur battait la chamade lorsqu'une voix d'homme a répondu. C'est Vincent. J'ai pris une grande inspiration. Monsieur Costa. Je m'appelle Claire Dubois. Vous l'avez connue sous le nom de Sandrine Roux. Elle est sur le point d'épouser mon fils dans 9 jours. Un silence a suivi, lourd et dangereux. Avant qu'il ne prenne enfin la parole. Dites-moi tout. Le matin du mariage s'est levé gris et pesant, des nuages bas pressant sur la région bordelaise, comme si les cieux eux-mêmes savaient que la tempête allait éclater. Je n'avais pas dormi plus de quelques heures au cours de la semaine écoulée. Chaque instant avait été consacré à la préparation, à la répétition de ce que j'allais dire et à la coordination avec Vincent Costa. Il avait accepté avec un empressement féroce d'affronter Sandrine Roux, alias Chloé Laurent, de la manière la plus publique possible. Il voulait tourner la page. Je voulais la justice. Ensemble, nous étions sur le point de livrer les deux. Le château de la Roque ressemblait à une double page de magazine de luxe. 2000 roses blanches bordaient la grande allée. Des airs de violon flottaient dans l'air. Les invités,
parés de robes scintillantes et de smokings impeccables, remplissaient la chapelle, murmurant avec excitation à propos du mariage mondain de la saison. Maxime se tenait devant l'autel, le visage rayonnant d'amour et de fierté. Il n'avait aucune idée qu'il n'était qu'à quelques secondes d'avoir le cœur brisé. Je me suis glissé discrètement par l'entrée des jardins, un chemin que je connaissais bien grâce aux sessions de préparation. Personne n'a remarqué la femme âgée dans sa modeste robe noire se dirigeant vers le fond de la chapelle. Depuis ma position cachée derrière une colonne de marbre, je pouvais tout voir. Le prêtre qui mélangeait ses fiches, le photographe qui ajustait ses objectifs, et surtout mon fils, souriant comme si le monde avait enfin un sens. Mon cœur se serrait. Dans quelques instants, j'allais anéantir ce sourire, mais je me rappelais que parfois, l'amour implique d'être prêt à blesser pour pouvoir protéger. L'orgue a retenti, et tous les invités se sont levés. Chloé, non, Sandrine, est apparue sur le pas de la porte, baignée par la lueur des bougies. Elle était radieuse dans sa robe à 10 000 €. Le collier de perles autour de son cou brillant avec une ironie cruelle. Elle avançait avec le port d'une reine, flottant dans l'allée vers son mari qui ne se doutait de rien. Les yeux de Maxime brillaient de larmes, les miens étaient remplis d'un tout autre sentiment, la rage. Alors qu'elle atteignait le milieu de l'allée, j'ai sorti mon téléphone de mon sac à main et j'ai envoyé un seul SMS. Maintenant. Les lourdes portes en bois se sont rouvertes à la volée, et Vincent Costa a fait son entrée. Il n'avait rien d'un invité raffiné en vêtements de créateur, c'était un homme endurci par la trahison. Son costume était froissé, sa démarche assurée, son visage sculpté par la détermination. Les murmures se sont tus. Tous les regards l'ont suivi alors qu'il descendait l'allée. Sarah Collins, a résonné sa voix puissante, utilisant encore un autre de ses faux noms du passé. Ou devrais-je t'appeler par ton préféré? Sandrine Roux? Tu pensais vraiment pouvoir te cacher de moi pour toujours. La chapelle a explosé de hoquets de stupeur. Chloé, Sandrine, s'est figée, son bouquet glissant de ses mains tremblantes. Les roses se sont éparpillées sur le sol de marbre comme des éclats de promesses brisées. Maxime s'est avancé, la confusion et l'alarme assombrissant ses traits. Monsieur, vous devez faire erreur. Voici Chloé Laurent, ma fiancée. Vincent a poussé un rire amer. C'est ce qu'elle t'a raconté? Je la connais mieux que personne. J'étais son partenaire jusqu'à ce qu'elle me vole 15 000 € et me laisse pour mort. C'est une arnaqueuse professionnelle et elle est sûre. Le point de te ruiner. Le masque de Sandrine s'est fissuré. Son sourire parfait a vacillé et ses yeux ont balayé la pièce avec frénésie. Maxime, ne l'écoute pas. Il est fou. Il est obsédé par moi. Je t'en prie, crois-moi. Sa voix tremblait. Ce n'était plus la performance sans faille qu'elle avait perfectionnée. Des murmures se sont propagés dans la foule. Les téléphones se sont levés. Discrètement alors que les invités commençaient à filmer. Vincent a sorti un épais dossier rempli de documents. Voici les photos, les casiers judiciaires, les mandats d'arrêt. Elle a été arrêtée. 3 fois pour escroquerie. Elle n'est pas infirmière. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Et si tu as besoin de plus de preuves, j'ai des enregistrements. Il a brandi son téléphone. La propre voix de Sandrine a résonné dans la chapelle, froide et méprisante. La vieille nous a déjà filé plus de 40 briques. Le fils n'est qu'un fils à maman. Une fois marié, les comptes sont à moi. Le visage de Maxime s'est décomposé. Son regard vacillait du téléphone à la femme qu'il pensait aimer. La couleur a quitté ses joues alors qu'il réalisait la vérité. Sandrine a jeté son voilant. Arrière, le désespoir rongeant sa voix. C'est faux. Il déforme mes mots. Maxime, tu me connais. Tu sais que je t'aime. Mais ses supplications se sont écrasées contre le raz-de-marée de vérité qui inondait la pièce. Le coup de grâce est survenu lorsque les portes de la chapelle se sont ouvertes une fois de plus. 2 hommes en costume sombre se sont avancés. Leurs insignes en évidence. Des officiers de la police judiciaire. L'un d'eux a annoncé, Sandrine Roux, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie, usurpation d'identité et fraude bancaire à grande échelle. Les exclamations se sont transformées en véritable frénésie alors que la mariée était menottée dans sa robe à 10 000 €, escortée dans l'allée non pas en tant qu'épouse,
mais en tant que criminel. Les invités chuchotaient furieusement, le flash de leurs appareils photo crépitant, immortalisant l'histoire en train de se réécrire sous leurs yeux. Le mariage de mon fils était devenu sa perte. Et le monde entier était là pour y assister. Le silence est retombé dans la chapelle après que les portes se soient refermées derrière les enquêteurs. L'espace d'un instant, c'était comme si le temps lui-même s'était arrêté. Les 300 invités restaient cloués sur leur siège, ne sachant s'ils devaient se lever, partir ou parler. Le prêtre était toujours à l'autel, serrant ses fiches, le visage livide, clairement impréparé à une telle tournure des événements. Le mariage qui avait été promis comme un conte de fées s'était dissous en quelque chose d'impensable. Maxime se tenait toujours à l'avant, son smoking impeccable, mais son monde était en ruine. Il fixait les portes par lesquelles Sandrine, par lesquelles Chloé avait été emmenée, la confusion et la trahison se lisant clairement sur son visage. Mon cœur me faisait atrocement mal, je voulais aller vers lui, l'entourer de mes bras comme je le faisais quand il était petit, et le réconforter. Mais je savais que c'était une douleur qu'il devait affronter seul. Certaines leçons, même les plus douloureuses, doivent être apprises en silence. Autour de nous, les invités ont recommencé à murmurer. Les chuchotements ont rempli l'air. Des mots comme fraude, arnaque, incroyable circulaient à travers les bancs. Certains secouaient la tête avec compassion pour Maxime. D'autres échangeaient des regards complices. Comme soulagés d'avoir vu juste concernant leurs propres soupçons sur cette mariée trop parfaite. Quelques-uns avaient déjà sorti leur téléphone pour diffuser le désastre à leurs amis et à leurs familles en dehors du domaine. D'ici le soir, je savais que l'histoire ferait le tour de la ville. Et pourtant, au milieu de l'humiliation et du cœur brisé, j'ai ressenti autre chose. Un sentiment de soulagement. La vérité avait éclaté. Mon fils était en sécurité. Il pourrait me détester pour la façon dont je l'avais révélé, pour le spectacle public que cela avait engendré, mais au moins il avait été épargné d'une vie bâtie sur des mensonges. Quand Maxime s'est finalement retourné, ses yeux ont croisé les miens. Il n'y avait aucune colère en eux, seulement une dévastation brutale. Comme s'il était un homme à la fois brisé et libéré dans le même souffle. J'ai redressé les épaules, prête pour la confrontation que je savais imminente. Je l'avais sauvé d'un prédateur. Mais maintenant je devais affronter la tâche la plus ardue, l'aider à recoller les morceaux de ce qu'il restait de son cœur. Après que le chaos se soit lentement dissipé et que les invités aient dérivé vers la salle de réception par petits groupes mal à l'aise, Maxime s'est finalement approché de moi. Le poids du moment pesait lourdement sur ses épaules, ses pas étaient lourds. Ses yeux rouges mais résolus. Il s'est arrêté à quelques mètres, scrutant mon visage comme s'il cherchait quelque chose de solide auquel s'accrocher. « Maman » dit-il doucement, la voix brisée. Je ne sais même pas quoi dire. J'ai pris une grande inspiration. Alors ne dis rien. Tu ne me dois aucune parole pour l'instant. Mais il a secoué la tête, un rire amer s'échappant de ses lèvres. Si. Je t'en dois, parce que je ne t'aille pas cru. J'ai cru que tu étais jalouse, ou autoritaire, ou que tu avais peur de me perdre. Et pendant tout ce temps, tu me protégeais. J'ai tendu la main. Époussetant une peluche invisible de son revers de veste comme je le faisais depuis qu'il était petit garçon. Et j'ai dit doucement, tu n'as pas eu tort de faire confiance, Maxime. Vouloir croire en quelqu'un n'est pas une faiblesse. C'est humain. L'amour nous pousse à espérer, même quand la vérité est douloureuse. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle t'a insulté. Elle t'a traité de vieille femme seule. Elle s'est moquée de tout ce que tu as fait pour moi. Et je l'ai laissé se mettre entre nous. J'ai dégluti difficilement, forçant ma voix à rester stable. Elle ne s'est pas mise entre nous. Ce sont les mensonges qui l'ont fait. Et les mensonges finissent toujours par s'effondrer. J'ai décroché le collier de perles qu'elle portait, celui qui appartenait à notre famille depuis 4 générations. En le pressant dans le creux de sa main, j'ai chuchoté, elles appartiennent à la femme que tu épouseras un jour. Celle qui sera digne de toi. Celle qui t'aimera sans combine ni condition. Il a refermé sa main sur les perles comme si elles étaient la dernière once de foi qui lui restait. Je suis tellement désolé, maman. D'avoir douté de toi, d'avoir failli la choisir, elle, plutôt que toi.
Je l'ai attiré dans mes bras, le serrant fort. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu as juste besoin de guérir. Et quand le moment sera venu, tu aimeras à nouveau, mais cette fois avec les yeux grands ouverts. Pour la première fois de la journée, ses épaules se sont détendues, et je l'ai senti respirer contre moi. Dans cette étreinte, entouré par les échos d'un mariage qui n'avait jamais eu lieu, j'ai su que nous trouverions tous les deux le moyen d'avancer. Ce soir-là, alors que la réception qui n'était plus vraiment une suivait son cours, j'ai regardé les amis et les proches se rassembler autour de Maxime. Ils lui ont offert des mots de réconfort, des coupes de champagne et la promesse qu'il n'était pas seul. La musique jouait doucement. Quelques couples se balançaient sur la piste de danse, et l'espace d'un instant, cela ressemblait moins à un mariage ruiné qu'à une communauté enlaçant un fils blessé. Cela m'a rappelé que la vie a le don de tisser de la lumière même dans les coutures les plus sombres. Je me tenais au bord de la pièce, laissant le soulagement m'envahir. Mon fils avait été épargné d'une vie de mensonges, même si cela devait lui coûter un cœur brisé. La leçon était douloureuse, mais nécessaire. Un amour sans honnêteté n'est pas un amour du tout. La confiance n'est pas aveugle. Elle doit être éprouvée. Et parfois, elle doit être protégée par ceux qui nous aiment le plus. Alors que Maxime me rejoignait, les perles toujours dans sa poche, il a murmuré « Tu m'as sauvé, maman ». J'ai serré sa main et répondu simplement « Je ne t'ai donné que la vérité. Ce que tu en feras ne dépend que de toi ». Son signe de tête était discret mais assuré, et je savais qu'il porterait cette vérité en lui bien après que la musique se soit tue. Alors, s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est ceci, parfois, les plus beaux mariages sont ceux qui n'ont jamais lieu, car ils nous sauvent de vies que nous n'étions jamais censés vivre.